Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là nombreux avec nous ce soir pour ce dernier forum du savoir de l'année 2021. Mais on se retrouvera évidemment bien vite en début d'année prochaine. Je vous en reparlerai en fin de soirée. Merci à vous toutes et tous. Je le disais, je voudrais saluer tout particulièrement les lycéens du lycée Jean Moulin des Andelys d'être avec nous ce soir, ainsi que les élèves du lycée agricole d'Yvetot. Merci à vous. Et puis je salue également toutes les personnes qui nous suivent en ligne. En ligne, d'ailleurs, vous le savez, vous pouvez vous aussi nous poser des questions. Il vous suffit d'envoyer un petit message qui me sera transmis. Notre invité ce soir, Jean-Gabriel Ganassia. Bonsoir Jean-Gabriel. Bonsoir. Un beau thème nous réunit ce soir grâce à vous. Difficile vérité à l'heure de la post-vérité, des réseaux sociaux et des deepfakes. Quelle posture pour les scientifiques. Vaste et beau sujet en plein dans l'actualité de notre époque. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter. Donc, vous êtes professeur d'informatique à la Faculté des sciences à Sorbonne Université. Vous êtes l'ancien président du comité d'éthique du CNRS. Vous êtes chercheur au sein du LIP 6, Labo d'informatique de Paris 6. Et je le précise, c'est pas pour en faire des tonnes, mais tout simplement parce que ça m'intéresse tout particulièrement. Vos équipes travaillent aussi avec des équipes en littérature, de chercheurs en littérature. Vous travaillez sur le versant littéraire des humanités numériques, sur la philosophie computationnelle et également sur tous les enjeux d'éthique, des techniques de l'information et de la communication. Vos derniers livres, ça va vous donner une idée du champ de recherche de Jean-Gabriel Ganassia. Le temps des robots est-il venu? L'intelligence artificielle vers une domination programmée. Le mythe de la singularité, faut-il craindre l'intelligence artificielle? Et puis très prochainement, au mois de mars, aux éditions du Seuil, un livre intitulé Les servitudes virtuelles. Alors, ce que j'avais envie de souligner, c'était justement les passerelles que vous avez su créer au fil de votre parcours entre les matières. Mais ce parcours, il a commencé à Marseille. Vous avez fait votre lycée à Marseille. Et j'aimerais savoir, Jean-Gabriel Ganassia, quel lycéen étiez-vous? Qu'est-ce qui vous plaisait le plus? Les cours de maths et de physique, les calanques ou la philosophie? Alors, j'étais effectivement lycéen, plutôt à Aix-en-Provence d'ailleurs, parce que j'ai à l'époque fait mes classes secondaires à Aix-en-Provence et ensuite je suis allé à Marseille en classe préparatoire. Et j'aimais plutôt les mathématiques. Et sinon, j'avais une grande passion pour la philosophie. Et au moment de faire des études supérieures, mon père voulait que je fasse des choses sérieuses, donc on m'a demandé de faire des études d'ingénieur, mais en fait, je rêvais de faire d'autres études. Et j'ai fait un peu en cachette des études de philosophie. Voilà. Les philosophes sont des rebelles, forcément. En effet, après votre classe prépa, vous avez fait à la fois études d'ingénierie et de philosophie. Pour vous, donc c'était impossible de trancher. Vous aviez besoin d'un pied dans les sciences dures et un pied dans les choses de l'esprit. Un petit peu, d'ailleurs, c'est ce qui m'a conduit à faire de l'intelligence artificielle, parce qu'après avoir fait de la physique, l'intelligence artificielle mêlait à la fois l'aspect technique, scientifique, mais aussi une interrogation sur la connaissance et sur l'intelligence. À l'époque, c'était assez nouveau, et personne ne savait ce dont il s'agissait. C'est vrai que j'étais sommé d'essayer d'expliquer ce que c'était. C'était assez difficile. Et puis, donc, ingénierie, philosophie, et la question de l'éthique qui est au cœur de vos réflexions aujourd'hui est arrivée un peu plus tard, notamment en Égypte. Oui, je n'ose pas trop le dire parce que l'histoire, c'est que j'ai été invité à participer à un colloque sur l'éthique des sciences. Et j'aurais voulu refuser parce que j'avais l'impression que dans mon domaine, il n'y avait aucun problème éthique. C'était il y a une vingtaine d'années. Et puis quand même, je n'ai pas refusé parce que le colloque se déroulait à Alexandrie, en Égypte. Ça ne se refuse pas un voyage comme ça. C'est la bibliothèque d'Alexandrie qui a été reconstruite. J'y suis allé et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux questions d'éthique liées aux sciences et en particulier à la discipline qui était la même. Et puis progressivement, je me suis rendu compte d'abord qu'il y avait des problèmes éthiques qui se posaient, et puis que d'autres que moi se posaient aussi des questions éthiques sur le numérique. Mais c'est vrai que ça n'est pas très vieux. Vous voyez, il y a 20 ans, on n'y pensait pas, parce que ça nous semblait un peu hors de propos. Alors, des gens y avaient pensé auparavant. Par exemple, Norbert Wiener
dès les années 60, avait imaginé que si les technologies de l'information se développaient dans toute la société, ça pouvait poser un certain nombre de problèmes. Puis quelques autres, mais très très peu en tout cas. Et donc l'éthique, je le disais, au cœur de votre travail, vous avez notamment publié un article cette année dans une revue de neuropsychologie, l'éthique du monde numérique. Donc on est en plein dans ces questionnements. Alors comme vous en avez l'habitude, je vous propose de répondre à quelques petites questions. Vous avez de quoi répondre devant vous, il me semble, vos petits cartons orange et bleu. Allez, je vais vous poser 3 questions pour ne pas perdre trop de temps sur le temps de la conférence. Première question, allez, on va dire d'histoire. Quand est apparu le concept de fake news ? Est-il apparu pendant la campagne de Donald Trump en 2016 ou est-il apparu au VIe siècle avant notre ère ? Le choix est large. Ah oui, pardon. Alors, Donald Trump, ce sera le orange pour son teint et le bleu pour 6e siècle avant notre ère. Vous le voyez, Jean-Gabriel, on a un public qui ne se laisse pas avoir. Alors, les fake news, c'est si vieux que ça ? Le concept, en tout cas, l'idée de fake news. Le concept est ancien. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film qui vient de sortir, Les Illusions perdues, qui nous dresse un portrait de ce qu'était la presse au XIXe siècle. Et à l'époque, on n'appelait pas ça des fake news, mais il y avait un autre nom, c'était les canards. Et d'ailleurs, je crois que le canard enchaîné tire son nom de là. C'est-à-dire des nouvelles qui étaient fausses, mais qui étaient publiées pour des raisons politiques. Et pour le clin d'œil, le VIe siècle avant notre ère, c'est en référence à l'art de la guerre de Sun Tzu, qui explique déjà comment il faut travailler la vérité pour des enjeux politiques et de pouvoir. Autre question. La publication d'articles dans des revues scientifiques est-elle une garantie de véracité ? Oui pour le bleu, orange pour non. La publication d'articles dans des revues scientifiques est-elle une garantie de véracité ? C'est tranché. Oui, là je suis un peu surpris, mais nous en reparlerons tout à l'heure, car effectivement, la question de la validation des publications se pose de plus en plus aujourd'hui, et j'essaierai de vous expliquer pourquoi. Il y a eu une transformation ces dernières années, et je crois qu'il est important de la comprendre. Et puis, dernière question, la controverse scientifique est-elle compatible avec les réseaux sociaux ? Oui en bleu, orange pour dire non. Je pourrais aussi vous proposer, vous avez 4 heures pour écrire... La controverse scientifique est-elle compatible avec les réseaux sociaux ? Et ben moi, ça me réjouit vos réponses, ça veut dire qu'il y a controverse sur cette question. Et donc, évidemment, on va en revenir longuement, y revenir lors de votre conférence, Jean-Gabriel Ganassia. Je pense que nous sommes prêts à vous écouter. On se retrouve ensuite pour vos questions. Donc, le titre que l'on a choisi pour cet exposé, il y a très longtemps d'ailleurs, c'était « Difficile vérité à l'heure de la post-vérité, des réseaux sociaux et des deepfakes. Quelle posture pour les scientifiques ?» Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce titre. Il était lié à un travail qu'on avait commencé dans le COMETS il y a plusieurs années et qui s'est retrouvé d'actualité au moment de la crise sanitaire. Et vous devez certainement comprendre pourquoi. Alors, je vais commencer d'abord par parler un tout petit peu de la vérité. J'en parlerai assez peu, mais c'est une question importante pour les scientifiques. On pourrait bien sûr en parler extrêmement longuement. Et puis ensuite, on va voir pourquoi, bien sûr, il y a des problèmes actuellement, et puis on va essayer de voir comment les questions se posent. Alors, première chose, donc, sur la vérité, je voudrais citer un homme politique que vous connaissez tous, qui a été Premier ministre pendant un certain temps, qui en plus est de la région, ici, Édouard Philippe. Il se trouve qu'Édouard Philippe est venu à la Mutualité
à la veille des cérémonies des 80 ans du CNRS. C'est que le CNRS a été créé en 1939. Et il y a eu toute une année de festivités pour se souvenir de cette création du CNRS. Et la cérémonie d'ouverture, donc, qui a eu lieu à la Mutualité à Paris, a fait venir comme orateur invité Édouard Philippe. Et Édouard Philippe a cité un grand philosophe, Raymond Aron, qui lui-même avait écrit une préface à un autre grand philosophe sociologue, Max Weber. L'ouvrage de Max Weber, c'est Le savant et le politique. Et dans sa préface, Raymond Aron dit entre autres, la vocation du scientifique, c'est la recherche de la vérité. Et il poursuit, la vocation de la science est inconditionnellement la vérité. Puis, facétieux, il souligne, le métier du politicien ne tolère pas toujours qu'on la dise. Ça vous montre bien la différence qu'il peut y avoir entre le scientifique, effectivement, dont la vocation est de rechercher la vérité, et le scientifique, et le politique. Et bien sûr, c'est un travail ardu. Je parle difficile vérité. La tâche du scientifique est une tâche terrible. Et il faut bien savoir que la vérité, ça n'est pas quelque chose qui est donné. Ce n'est pas définitif. Ce n'est pas acquis. La vérité, c'est une quête. C'est-à-dire que ce n'est pas une vérité absolue, ce n'est pas un dogme. Et c'est une vérité inquiétante. Et là, je vais citer quelqu'un d'autre que vous connaissez certainement pour beaucoup d'entre vous, peut-être pas pour les plus jeunes, un auteur qu'on lisait beaucoup, Paul Valéry. Et il a écrit je ne sais pas si on peut dire que c'est un roman, en tout cas c'est une fiction, un personnage imaginaire, qui s'appelle Monsieur Test. Et Monsieur Test, c'est un homme inquiet. Et il essaye de s'observer, de comprendre le monde dans lequel il est. Et il y a deux petits passages que je voudrais vous citer de Monsieur Test parce qu'il résume très bien, me semble-t-il, ce qu'est la science. Il dit, je l'intitule le premier, « Le savant se lève la nuit ». C'est vrai que le savant, c'est quelqu'un qui, tout d'un coup, a des insomnies parce qu'il se demande est-ce que ce qu'il a fait est vrai. Et oui, il dit, il y a des instants où tout paraît clair. On va dire, ça c'est bien. Où tout est plein, tout sans problème. Et ensuite, il continue, dans ces instants, il n'y a plus de science. Ou, si vous voulez, la science est accomplie. Mais à d'autres heures, et ça c'est l'heure du chercheur, c'est l'heure de la quête, rien n'est évident. Il n'y a que lacunes, actes de foi, incertitudes. On ne voit que des lambeaux et d'irréductibles objets de toutes parts. Vous voyez, c'est, je crois, ce qui est important de comprendre, c'est que la science, ça n'est pas une vérité définitive. C'est d'abord une hésitation, c'est d'abord un doute, c'est d'abord une défiance. Si on devient scientifique, c'est que l'on n'a pas confiance dans les évidences de tous les jours. Et je pense qu'il faut vraiment partir de ça. Et vous allez voir que, partant de ça, on va comprendre, bien sûr, que le scientifique est mis au défi par la société contemporaine, et d'une façon beaucoup plus forte que dans le passé. Alors je vais continuer. Il se lève la nuit et puis il cherche à dormir. Alors comme on s'est plus ou moins aperçu de tout ceci, c'est-à-dire du fait qu'il y a des hésitations, des doutes, des inquiétudes, on cherche le moyen de passer à coup sûr du second état, c'est-à-dire l'état d'hésitation, dans le premier. Bien sûr, c'est ça que cherche le scientifique, il cherche à dormir. Et de transformer à volonté l'esprit inquiet du moment en le possesseur tranquille de tout à l'heure. Et vous voyez donc la tentation du scientifique qui est de se reposer. Mais bien sûr, il n'est vraiment scientifique que quand il doute. Alors, ce qui est vrai au plan individuel l'est aussi au plan de la collectivité des scientifiques. Et la controverse, c'est justement le moteur de la science. Et je vais prendre ici un petit
exemple. Ici, c'est l'histoire de la cosmologie. Il y a très longtemps, les théories de Ptolémée plaçaient la Terre au centre. Et puis, il y avait des descriptions extrêmement précises et fidèles du mouvement des planètes et du mouvement du Soleil à partir de cette position de la Terre. Et puis, ensuite, il y a eu une controverse. C'est-à-dire que Copernic a tout d'un coup l'idée que ça n'était pas tout à fait ça, que c'est l'inverse, que c'était le Soleil qui était au centre et la Terre qui tournait autour. Et vous voyez que ça, c'est une controverse. C'est-à-dire qu'au moment où Copernic a introduit son système héliocentré, un certain nombre de chercheurs n'étaient pas d'accord, d'érudits, de savants n'étaient pas d'accord, ne serait-ce que parce que le modèle de Copernic était moins fidèle, bizarrement, que les modèles antérieurs. Et puis ensuite, on a eu les mesures qui ont été prises par Tycho Brahe, qui a montré le fait que ce n'était pas tout à fait cela. Et puis ensuite, il y a eu des travaux de Kepler qui ensuite ont modifié un tout petit peu cette théorie. Mais vous voyez que toute l'histoire des sciences relève justement de théorie et ensuite d'écart entre la théorie et de controverse, de mise en cause des théories précédentes. Et donc, le fait qu'une théorie soit falsifiée, c'est-à-dire que des expériences montrent qu'elle est fausse, ne met pas en cause fondamentalement la démarche scientifique. Ça ne fait que permettre à la science d'évoluer. Et ça, je pense que c'est important de bien comprendre cela. La démarche scientifique, elle part justement de cette falsification. C'est-à-dire que c'est une aspiration à la vérité, mais en même temps une aspiration à la vérité qui ne progresse que parce qu'il y a de la mise en cause d'un certain nombre de vérités. Mais ça ne met pas en cause la démarche scientifique. J'insiste là-dessus parce que aujourd'hui, c'est plutôt ce qui a tendance de mise en cause de la démarche scientifique. Alors, je vais maintenant parler j'avais parlé de la vérité, de la difficile vérité, le fait qu'on se lève la nuit. Et maintenant, difficile vérité à l'heure de la post-vérité. Alors, qu'est-ce que c'est que la post-vérité ? C'est à partir, disons, d'une notion introduite. C'est pas les fake news, c'est un tout petit peu plus tardif. Alors là, c'est vraiment des hommes d'État comme Trump, l'illibéralisme. Cette idée que, au fond, la vérité est peu importante, que ce qui compte, c'est vraiment une affirmation de pouvoir. Et ici, je vais donner un certain nombre d'exemples d'informations qui ont été progressivement introduites. Donc ici, par exemple, les critiques du réchauffement climatique. Un certain nombre d'hommes politiques ont mis en cause, de façon extrêmement virulente, les théories du réchauffement climatique, en dépit de toutes les évidences qui étaient apportées par les scientifiques. Alors, évidence qui était complexe, qui était peut-être anti-intuitive, parce qu'il a continué à y avoir des hivers, mais il n'empêche que, statistiquement, quand on regarde l'état des glaciers sur les pôles, à ce moment-là, on a des éléments qui laissent entendre qu'il y a un réchauffement climatique. Et ensuite, bien sûr, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. La question des vaccins, vous vous souvenez, alors bon, on le voit aujourd'hui, mais au moment où l'État a voulu rendre obligatoire 11 vaccins, ça a fait l'objet de tout un tas de polémiques. La question les questions liées au tabac ou aux OGM, les questions liées à la pollution, les questions liées au travail. Vous voyez que les controverses, qui sont des controverses scientifiques, tendent, avec la société actuelle, à se démocratiser en sens où elles ne sont plus simplement des polémiques à l'intérieur d'une communauté de personnes averties, mais elles peuvent être transmises par les réseaux sociaux et tout le monde peut débattre. Donc c'est positif en sens où ça permet à chacun de participer à une discussion collective, à chacun de se mettre au courant. On va revenir là-dessus parce qu'aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir tous accéder à la littérature scientifique dans le monde entier. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Et en même temps,
cette littérature scientifique n'est pas toujours très compréhensible pour tout le monde. Et on va revenir là-dessus, parce que et donc il peut y avoir beaucoup de malentendus qui se font jour de ce fait. Et c'est toute la difficulté. C'est que quand dans le titre on dit quelle posture du scientifique, c'est que le scientifique d'un côté veut essayer d'éclairer l'ensemble de la population. Son devoir en tant que scientifique, c'est de porter à la connaissance de l'ensemble des citoyens les résultats qu'il a acquis. Mais en même temps, bien sûr, si dans le monde d'aujourd'hui, il se drape dans sa toge d'universitaire, s'il adopte une posture d'autorité, eh bien, il devient insupportable pour beaucoup de personnes et on va le mettre en cause. Donc, première chose, il y a des polémiques. Ces polémiques peuvent être des polémiques scientifiques pour certaines, et ensuite elles sont reprises dans l'espace public et elles sont reprises souvent de façon un tout petit peu différente. Donc ça, c'est le premier point. Et puis deuxième point, et encore pire que ça, c'est-à-dire que non seulement on peut avoir des débats à partir de résultats discordants qui permettent éventuellement d'affiner un certain nombre de sujets. Vous voyez, par exemple sur les OGM, de quoi on parle, quelles sont les problématiques qui sont posées derrière, ou sur le glyphosate. Vous voyez, ce sont des questions très, très, très compliquées, souvent, et qui sont appropriées par un certain nombre de personnes dans l'espace public, certainement avec une volonté tout à fait louable, mais qui souvent ne comprennent pas exactement la nature du débat scientifique. Mais qui plus est, et c'est ça, bien sûr, qui fait que le monde d'aujourd'hui est encore plus compliqué que ce qu'il était auparavant, c'est que, je vous ai dit, ce qui fait le scientifique, c'est qu'on n'a pas confiance dans les évidences qui sont données par les sens. Mais la situation est d'autant plus délicate aujourd'hui qu'on est capable de créer de toutes pièces des images et des paroles. Et c'est ce qu'on appelle les deepfakes. Alors pourquoi deepfake ? Parce qu'on utilise des réseaux de neurones profonds, ce qu'on appelle le deep learning, pour fabriquer des fausses informations. Fake, c'est fallacieux. Et donc on peut effectivement, par exemple, faire parler un homme politique en le faisant prononcer des paroles qu'il n'a jamais prononcées, avec la même voix que celle de l'homme politique et les mimiques de l'homme politique. Ou on peut incruster sur une vidéo pornographique le visage d'une femme pour la discréditer. C'est-à-dire qu'on le substitue au visage de l'actrice pornographique. Donc vous voyez que ça peut avoir des effets catastrophiques. Alors bien sûr, après, vous allez me dire, on va pouvoir le corriger, on va pouvoir détecter que c'est un deepfake. Effectivement, on le peut. Mais l'effet délétère subsiste même une fois, auprès d'une partie de la population, une fois que ça a été détecté. Alors, bien sûr, la question, c'est est-ce que tout ça est nouveau ? Et on en a un peu parlé tout à l'heure. Et non, bien sûr, ça n'est pas nouveau. Vous avez eu, au XVIIIe siècle, par exemple, énormément d'informations fallacieuses, en particulier en France. La reine Marie-Antoinette a été extrêmement critiquée dans tout un tas de feuillets qu'on distribuait sous le manteau. Donc, ça n'est pas quelque chose de neuf. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est qu'avec les réseaux sociaux, avec la société de l'information dans laquelle nous vivons, ça prend une ampleur vraiment considérable. Et je vais essayer de préciser un tout petit peu cela. Mais cette ampleur, nous l'avons sentie assez tôt. Et dans le cadre du comité d'éthique du CNRS, cela nous a conduit à écrire un premier rapport sur la responsabilité des scientifiques à l'ère de la post-vérité. Et bien sûr, vous voyez, ce que je dis, c'est la période est propice à cette diffusion de fausses nouvelles. Et bien sûr, la question que nous nous posions en tant que comité d'éthique du CNRS, c'est comment faire pour établir ou rétablir, ce qui est supposé qu'elle a déjà été présente, la confiance de la population. Et je crois que vos réponses ont été tout à fait éclairantes. C'est-à-dire que lorsque on vous a demandé est-ce que vous avez confiance dans les articles qui sont publiés dans les journaux scientifiques, beaucoup d'entre vous ont eu le sentiment qu'ils doutaient. Et je vais essayer de revenir là-dessus pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a doute. Parce que je le conçois tout à fait, et vous avez raison. Aujourd'hui, la société dans laquelle nous sommes introduit un doute dans ces publications, mais en même temps,
il ne faut pas totalement douter. C'est ce que je voudrais essayer de vous montrer. Mais c'est quelque chose, bien sûr, qui est délicat. Si j'ai parlé de difficile vérité, c'est parce que justement, il n'y a aucune évidence derrière cela. Alors, donc, maintenant qu'on a vu la question de la difficile vérité aujourd'hui, à l'ère de la post-vérité, je voudrais donc d'abord demander comment on va faire pour lutter contre ces nouvelles qui sont fausses. C'est-à-dire comment est-ce que le scientifique peut contribuer à éclaircir la population. Alors, la première chose, c'est d'avoir une conduite scientifique intègre, c'est-à-dire de respecter un certain nombre de règles qui sont celles de la démarche scientifique, qui ont été introduites justement pour s'assurer que, on va apporter des preuves de ce que l'on avance. Et puis, en même temps, lutter contre ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Alors, je vais préciser ça. Alors, malheureusement, j'avais normalement des animations, mais on va le faire sans animation, mais peu importe. Disons, ce qu'on appelle l'intégrité scientifique, c'est plusieurs choses. D'abord, il y a ce qu'on appelle la fraude. Alors là, ce sont les entorses les plus caractéristiques à l'intégrité scientifique. L'intégrité, il faut l'entendre au sens de l'opposé de la corruption. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un scientifique est authentiquement un scientifique? C'est-à-dire que sa parole va faire progresser la connaissance. Donc, première chose, lutter contre les fraudes. Alors, qu'est-ce que c'est que les fraudes? La dénomination fraude, classiquement, dans la communauté qui s'intéresse à ces questions d'intégrité scientifique, ça se résume à un cycle qu'on appelle FFP. Ça veut dire fabrication, falsification, plagiat. Alors ça veut dire que la première fraude, la pire des fraudes, ce sont les personnes qui fabriquent des données. Alors on sait que dans l'histoire, il y a eu des fabrications authentiques de données. Par exemple, il y a un paléontologue qui a pris une mâchoire et un crâne, qui les a recollés et qui a dit que ça correspondait à un chaînon manquant. Ou un physicien, Sean, qui a fabriqué des fausses données pour justifier une théorie, bien sûr, qui ne marchait pas. Donc il y a effectivement des scientifiques qui sont tellement malhonnêtes qu'ils inventent purement et simplement les données. Alors ça, c'est la pire des choses qu'on puisse faire, et ça peut avoir des effets absolument catastrophiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, un peu moins dramatique, c'est la falsification. Le fait que vous avez une expérience, puis il y a des points qui ne marchent pas très bien, vous allez les éliminer. Alors ça, bien sûr, c'est quelque chose de tout à fait condamnable, mais bon, en même temps, dans l'histoire des sciences, on sait que des très grands scientifiques ont, pour essayer de prouver leur théorie, falsifié un peu les données. Alors, il ne faut pas le faire, mais ça peut quelquefois se comprendre. Alors, en général, ils avaient une intuition derrière pour mettre ça en cause. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Puis il y a un troisième point qu'on met en même temps que fabrication et falsification, qui, à mon sens, ne devrait pas être mis à côté. C'est le plagiat. Alors pourquoi ça ne devrait pas être mis à côté? Parce que le plagiat, effectivement, une très grande malhonnêteté. Mais, j'ai dit, la vocation d'abord du scientifique, c'est la vérité. Le plagiat, c'est utiliser les résultats d'autres et se les approprier. Alors c'est parfaitement malhonnête, mais c'est un crime contre une autre personne. Ce n'est pas un crime contre la vérité. Et à titre personnel, je dois dire que, même si je n'excuse pas le plagiat, je pense que c'est moins grave que pour un scientifique, que la falsification et la fabrication. Mais c'est très grave, bien sûr, parce que c'est extrêmement malhonnête. Donc ça, et si on veut rétablir la confiance dans la communauté scientifique, à ce moment-là, le plagiat est aussi problématique que la falsification et la fabrication de données. Donc ça, ce sont effectivement des comportements qui sont extrêmement malhonnêtes et qui peuvent poser problème et qui expliquent parfois qu'on met en cause les résultats des scientifiques. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les infractions à l'éthique scientifique.
Parce que lorsque vous faites des expérimentations, vous avez un certain nombre de règles. Des règles éthiques. Par exemple, si vous expérimentez sur les animaux, vous devez obéir à un certain nombre de lois. On ne peut pas expérimenter n'importe comment. De même, en médecine, on sait qu'il y a un certain nombre de règles. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne nazie avait conduit à des expérimentations médicales qui étaient absolument effrayantes. C'est dire pour ça qu'on a précisé ces règles d'expérimentation médicale. Mais ne croyez pas que ces règles n'existaient pas auparavant. Quand on lit Claude Bernard, par exemple, un très grand médecin au XIXe siècle, qui a été à l'origine de la physiologie, de la médecine expérimentale, eh bien, dans ses écrits, il parle bien des questions d'éthique médicale. Il le sait. Et puis lui-même se réfère à Hippocrate. Donc ces questions existent depuis très longtemps. De faire une expérimentation qui nuirait aux personnes qui sont incluses dans l'expérimentation et qui ne leur apporterait aucun bénéfice. Il faut que l'apport soit supérieur au risque. De même, alors à partir de la Seconde Guerre mondiale, il y a l'idée que les personnes qui sont incluses dans une expérimentation doivent donner leur consentement, qu'elles sont autonomes, qu'elles doivent choisir les traitements et qu'elles doivent savoir qu'est-ce qu'on leur fait. Et ce consentement doit être éclairé. Normalement, elles doivent avoir une information. Bien sûr, c'est compliqué parce que quelquefois, on fait signer des documents à des personnes qui ne le comprennent pas. Mais j'ai parlé de l'Allemagne nazie, il faut bien comprendre que ces entorses aux règles de l'éthique médicale n'ont pas été le privilège, ou plus exactement l'apanage des seuls nazis. Et par exemple, aux États-Unis, vous avez une expérience extrêmement connue qui s'est déroulée dans une université sur la syphilis. Vous savez que c'est une maladie dramatique et qu'on ne savait pas soigner. Et ça a commencé dans les années 30. Et on la soignait avec des métaux lourds comme l'arsenic ou comme d'autres, comme le gallium, etc., qui avaient des effets secondaires extrêmement dangereux. Et donc, pour essayer de regarder quelle était l'évolution sans ces traitements, donc on a pris une cohorte de personnes, c'était des métayers pauvres, noirs, et on a regardé l'évolution de la maladie sans traitement. On ne leur a pas expliqué ce qu'on faisait. Donc ça, c'était dramatique. Mais surtout, ce qui s'est produit, c'est qu'à partir des années 40, on disposait d'un traitement de la syphilis, avec la pénicilline. Et ce qui est dramatique, c'est que l'expérimentation s'est conduite jusque dans les années 70. Vous vous rendez compte ? Donc ça, aux États-Unis, quand on l'a appris, bien sûr, ça a fait l'objet d'un grand scandale, et ça a été très traumatisant, et ça a été à l'origine du rapport de Belmont. Belmont, c'est une université, un lieu aux États-Unis, et ce rapport, donc, donne des règles très précises sur l'éthique scientifique. Et vous voyez, c'est donc, indépendamment des questions de démarche scientifique, j'insiste sur cette question d'éthique de la recherche. Éthique donc de l'expérimentation, et puis aussi, bien sûr, éviter des recherches qui ont des résultats potentiellement néfastes pour l'humanité. Je vais donner un exemple. Si on travaille dans le domaine de la géo-ingénierie, c'est-à-dire l'ingénierie climatique, en se disant, tiens, on va limiter le réchauffement en envoyant des aérosols dans l'atmosphère, ou alors en acidifiant les océans, bien sûr, ce sont des expérimentations qui se font à une telle échelle que ça peut avoir des conséquences dramatiques pour l'humanité. Donc, vous voyez, ce sont des recherches que l'on ne doit pas faire, me semble-t-il. Et puis enfin, il y a tout un tas d'autres pratiques qu'on appelle en anglais « questionable research practices », en français « pratiques de recherche discutables », qui correspondent à d'autres inconduites. Alors ça peut être ce qui se passe dans les laboratoires, de la discrimination, du harcèlement, ça peut être tout un tas de petites infractions, etc. Alors je ne les passe pas en détail, ça a été précisé, mais bien sûr, ces comportements contribuent à donner une image extrêmement dégradée de la science. Mais je vais revenir maintenant sur
la préface de l'ouvrage de Max Weber, la vocation de la science est un conditionnement à la vérité, ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, j'aime beaucoup cette phrase donc de Raymond Aron. Et la question, c'est, j'ai parlé de l'intégrité scientifique. Est-ce qu'on peut, dans des situations particulières, se dire au fond, l'intégrité, d'accord, c'est bien quand on a le temps, mais quand on est vraiment en difficulté, au fond, c'est pas grave, il faut soigner. Vous vous souvenez, ça a été ce qu'ont dit un certain nombre de scientifiques au moment de la pandémie. Là, je crois qu'il faut être extrêmement clair là-dessus. L'intégrité scientifique, ça n'est pas accessoire, c'est nécessaire parce que la vérité scientifique est indispensable pour pouvoir obtenir des résultats, et en particulier dans le domaine médical, faire une expérimentation médicale selon les canons de l'expérimentation médicale est indispensable pour pouvoir avoir des résultats qui soient tout à fait convaincants. Alors, ça nous a conduit, en tant que comité d'éthique du CNRS, à publier un communiqué en avril 2020, vous vous souvenez, juste après la pandémie, après, entre autres, cet article qui expliquait les effets positifs de l'hydroxychloroquine, qui, quand on le lisait, n'était vraiment pas convaincant. Et je lis un tout petit bout de ce communiqué. « Rien ne justifie qu'au nom d'un pragmatisme de l'urgence, on contourne les exigences de la démarche scientifique et les procédures usuelles, en particulier la fiabilité et la transparence des méthodes utilisées, l'évaluation critique des publications par les pairs et l'absence de conflit d'intérêts. » Et alors malheureusement, attendez, je vais essayer de vous mettre toute la... Ah non, j'arrive pas à mettre toute la... Voilà, là. Voilà. Et je crois que c'est vraiment une question essentielle, de bien avoir en tête que ces règles d'intégrité scientifique ne sont pas là simplement pour faire plaisir et pour faire joli. Ce n'est pas une question d'esthétisme, c'est une question de nécessité. C'est ça la démarche scientifique. Alors, maintenant, je voudrais aller plus loin. On a parlé ici de la transparence des méthodes, la fiabilité, l'évaluation critique des publications par les pairs. On va revenir là-dessus, puisque c'était une question bien sûr, qui posait problème. Et puis, j'ai rajouté l'absence de conflit d'intérêts. Là encore, si les scientifiques sont mis en cause, parfois, c'est parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Et effectivement, je vais citer ici deux types de conflits d'intérêts. D'abord, donc, j'ai dit une science intègre et une science non corrompue. Un conflit d'intérêts, on suppose qu'il y a une corruption. C'est-à-dire qu'une personne va donner une information, non pas en fonction de sa véracité, mais parce qu'elle a un autre intérêt. Alors, je donne deux exemples de conflits d'intérêts. L'un, c'est un pneumologue, Michel Aubier, qui a été interviewé au Sénat sur des questions de pollution, et il n'a pas dit qu'il était consultant pour la société Total depuis un nombre très conséquent d'années. Ça, c'est inadmissible. C'est-à-dire qu'il aurait dû le dire. On va revenir là-dessus parce que je voudrais clarifier un tout petit peu les choses sur ce point. Et puis, deuxième chose, les personnes qui sont des militants, ce qui est leur droit, mais qui confondent l'intervention en tant que scientifique et la parole d'un militant. Et ici, on peut prendre l'exemple d'un sociologue qui s'appelle Laurent Mucchielli, qui a travaillé sur un certain nombre de sujets, mais qui s'est prononcé sur la vaccination, or que ça n'a jamais été un spécialiste de la vaccination. Et le problème, c'est qu'il y a une confusion. Il s'est présenté comme directeur de recherche au CNRS, et donc il a laissé entendre que ça lui donnait autorité pour pouvoir parler sur un sujet qui n'était pas le sien. Alors, pour essayer de préciser ces notions d'intégrité scientifique, parce que le concept est assez compliqué, il a été introduit il y a relativement peu de temps, il faut distinguer deux points. D'abord, ce qu'on appelle un lien d'intérêt. Ça intervient lorsque une personne tire intérêt dans sa relation avec une autre personne. Ça peut être une personne physique, ça peut être une personne morale, ça peut être une entreprise, ça peut être n'importe quelle institution. Nous avons tous des liens d'intérêt, ça n'a rien de coupable.
On a tous des conjoints, des enfants, une famille, etc. Mais où est le problème? Le problème, c'est le conflit d'intérêts. Et j'insiste là-dessus, ce sont les situations dans lesquelles une personne, en charge d'un intérêt autre que le sien, n'agit pas, ou peut être soupçonnée de ne pas agir avec loyauté et impartialité du fait d'un autre intérêt. Donc, il n'arrive pas à loyauté dans le but d'avantager un intérêt autre que le sien ou celui d'un tiers. Par exemple, vous êtes interviewé au Sénat, vous devez donner un avis scientifique devant la représentation nationale, et on vous suspecte d'avoir biaisé les informations que vous avez données parce que vous avez été financé par une société comme Total pour donner une information différente. Et vous voyez que ce qui est important dans le cas du conflit d'intérêts, c'est qu'on dit « n'agis pas » ou peut être soupçonné de ne pas agir. C'est-à-dire que le conflit d'intérêts ne veut pas dire que l'on est corrompu. Ça veut dire qu'on est suspecté de corruption. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est se débrouiller à ce que les scientifiques n'aient pas de conflit d'intérêts. Le problème qui se produit, c'est que vous savez que depuis un certain nombre d'années, 30 ans au moins, peut-être plus, on incite tous les scientifiques à avoir des contacts avec la société civile. Et sinon, on nous dira, vous cherchez dans votre laboratoire, vous ne servez à rien. Et on nous incite aussi à avoir des liens avec l'industrie. Ce n'est pas coupable, ça. Mais vous voyez bien que si on fait ce travail, on risque ensuite d'être accusé de conflit d'intérêts. Et donc, il faut qu'il y ait une bonne gestion des conflits d'intérêts. Alors, je voudrais quand même préciser les choses, parce qu'il y a 3 types de conflits d'intérêts. Alors d'abord, est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts dans la recherche? La recherche, j'ai dit, c'est la quête de vérité. Est-ce que vous pouvez avoir un autre intérêt que la vérité lorsque vous cherchez la vérité? Non. Et si vous avez un autre intérêt, qui est votre intérêt personnel, par exemple, parce que vous voulez avoir plus de publications, ou que vous voulez pouvoir vous vanter d'être le premier, etc., c'est quoi? Ça, c'est une infraction à l'intégrité scientifique. Donc ça, ce n'est pas un conflit, enfin, plus exactement, c'est effectivement un conflit d'intérêts, mais ça relève de l'intégrité scientifique. C'est-à-dire que vous faites passer un intérêt personnel avant l'intérêt de la vérité. Vous êtes d'accord avec ça? Donc ça a déjà été couvert par ce que j'ai dit. Deuxième chose, lorsque vous êtes chercheur, vous n'êtes pas seulement dans votre laboratoire à faire de la recherche, vous avez aussi 2 types de fonctions. Une fonction d'évaluation. On vous demande de faire passer des promotions, d'être dans des comités scientifiques, d'être dans des organes d'évaluation de toutes sortes. Et là, bien sûr, il se peut que vous ayez des intérêts, parce que vous avez quelqu'un avec qui vous êtes apparenté, ou que ça a été votre ancien doctorant, etc., etc. Et là, bien sûr, il faut déclarer ces conflits d'intérêts, dire attention, non, je ne peux pas évaluer cette personne parce que j'ai travaillé avec elle, j'ai publié des articles avec elle, ou c'est ma nièce, etc. Et donc, il faut le dire. Vous voyez, donc pour ça, il faut pouvoir le déclarer. Et puis, vous pouvez aussi avoir des situations dans lesquelles vous êtes, comme le professeur que j'ai mentionné tout à l'heure, être invité à faire des expertises. Les scientifiques peuvent être conduits dans différentes situations à agir comme experts. Et dans tous les cas, il faut être capable de déclarer ces liens d'intérêt. Les liens d'intérêt, j'insiste, ne sont pas coupables, mais il faut les déclarer pour qu'une personne extérieure soit en mesure de dire si ces liens d'intérêt sont susceptibles d'interférer de façon notable avec la tâche qu'on vous confie. Alors bien sûr, c'est un peu délicat, parce que si on doit déclarer tous ces liens d'intérêt, bien sûr, c'est extrêmement long. Et puis, il y a une dernière chose, c'est que lorsque vous communiquez dans les médias, à ce moment-là, il faut indiquer à quel titre vous parlez. Parce que sinon, vous risquez de faire comme Laurent Mukeli, confondre ce qui est votre engagement personnel et puis donc le militant qui parle et vous-même. Alors, je voudrais, là, maintenant, parler du... je suis désolé, je suis un peu trop long. Non, mais c'est parce que je prends beaucoup plus de temps que ce que j'avais voulu faire. Alors, doute, scepticisme et canard à l'ère des réseaux sociaux. Alors, je passe directement sur ce slide. Le problème, c'est qu'avec
les réseaux sociaux. J'avais indiqué ici tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de controverses scientifiques. Le problème, c'est que les controverses scientifiques en elles-mêmes ne sont pas mauvaises. Puisque j'ai dit, le scientifique est quelqu'un qui doute. Mais le problème, c'est la confusion entre ces controverses scientifiques et des controverses publiques. Et ça nous a conduit à distinguer dans le rapport que nous avons écrit, ensuite on a écrit un article là-dessus avec quelqu'un qui justement était très intéressé, en distinguant deux doutes, si on peut s'exprimer ainsi de façon un peu caricaturale. Un doute qu'on pourrait qualifier de bon doute, qui est le doute du scientifique, qui est celui qui fait qu'il va se lever la nuit, et donc mettre en question ses propres connaissances. Et puis un mauvais doute, qui est un doute obstiné, qui est le doute du sceptique, qui nous explique « Ah ben non, on ne peut rien savoir, etc. » Et donc, j'ai dit ici, le savant est otage de sa défiance. Pourquoi ? Parce que, j'ai dit, le savant donc doute, et ce qui est positif, mais en même temps, dans l'espace public, quand il fait état de ses doutes, on nous dit « Ah mais vous ne connaissez rien. Et si vous ne connaissez rien, vous devez tout accepter. » Et on ne peut rien savoir. Et c'est bien là où je crois qu'il faut dissocier les deux. D'un côté, donc, il y a le doute qui est véhiculé par les réseaux sociaux, un doute qui n'est pas... le doute scientifique est quelque chose de particulier parce qu'il amène à être résolu. Le doute scientifique, c'est le fait qu'on va avoir des résultats contraires qui vont provoquer un approfondissement de la théorie. On a vu tout à l'heure, entre, par exemple, l'héliocentrisme de Copernic et puis ensuite les recherches de Tycho Brahe et puis ensuite Kepler, vous voyez que c'était des doutes qui mettaient en cause les théories précédentes qui ont permis d'évoluer. Donc le doute scientifique a pour vocation à disparaître. Plus exactement, la controverse a pour vocation à se résoudre. Tandis que la controverse dans l'espace public est une controverse de position, de conviction. La conviction n'est pas mauvaise, mais ça ne peut pas se résoudre. Et donc, on est dans des registres totalement différents. Et je crois que c'est important de pouvoir le noter. Alors, bien sûr, un des problèmes, on l'a vu, ce sont toutes ces fausses informations. Et l'une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il ne suffirait pas d'avoir des organismes neutres susceptibles de vérifier la nature de l'information et de mettre en cause des informations qui seraient erronées. Alors c'est ce qu'on appelle le fact-checking. Est-ce qu'on peut faire du fact-checking ? Alors à la main, un certain nombre de journalistes essayent de le faire, mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a énormément de nouvelles erronées. C'est qu'aujourd'hui, en intelligence artificielle, c'est mon domaine, il y a des robots qui fabriquent des nouvelles erronées. Ensuite, deuxièmement, est-ce qu'on peut automatiser la détection de nouvelles erronées ? Et là, c'est très difficile. Déjà qu'à la main, c'est difficile, mais automatiquement, c'est extrêmement difficile. Et puis pire que ça ne suffit pas. Parce que, vous voyez bien qu'une fois qu'une nouvelle erronée, on a prouvé qu'elle a été fausse, et ces derniers mois nous l'ont montré, ça n'élimine pas l'effet pernicieux qu'a cette information dans la population. Vous voyez que c'est une situation très difficile. Et la situation du scientifique là, est encore plus difficile, parce que s'il dit trop fort, il est mis en cause, et sinon... s'il ne le dit pas, bien sûr, il laisse se propager des informations fausses. Alors, je voudrais terminer ici. En réalité, j'avais prévu deux choses, mais je vais déjà commencer par celle-là, sur l'information scientifique. Donc, je vous ai parlé du travail qu'on a fait sur la responsabilité des scientifiques à l'ère de la post-vérité. Mais ensuite, à partir du moment de la première pandémie, nous étions un peu... abasourdis par ce qui se produisait et ce qui se disait dans le monde. Et ça nous a conduit à avoir une réflexion sur la communication scientifique en temps de crise sanitaire. Mais en réalité, les conclusions sont très générales, et c'est la communication scientifique en général. On a eu un certain nombre de réunions, on a fait cet avis en ligne, et je voudrais vous résumer un tout petit peu la teneur de la réflexion que nous avons eue. Alors la première, c'est de se demander qu'est-ce que c'est que la communication ? Alors, c'est difficile. Et pour ça, on a repris un modèle de communication qui a été introduit au départ par un très grand mathématicien, Claude Shannon, l'homme de la théorie de l'information. Shannon et Weber, en fait, ils étaient deux. Et puis ensuite, ça a été repris par un linguiste, Jacobson. Et là, on a simplifié le modèle de Jacobson. Il dit, dans la communication, il y a un émetteur, il y a un récepteur, et puis il y a un message.
Et ce message, il y a un concept, mais surtout, il y a un canal de communication et il y a un code. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut reprendre ce modèle dans le cadre de la communication scientifique. Et c'est ce que nous avons fait ici. Donc, quels sont les émetteurs? Alors, ce sont des scientifiques, mais ça peut être aussi des personnes qui se prétendent scientifiques, ou plutôt qui parlent au nom de scientifiques. Alors, quelquefois, c'est positif, quelquefois, ça l'est moins, qui se qualifient d'experts. Donc, émetteurs, récepteurs. Alors là, il y a 3 types de récepteurs. Et on va voir que ça donne 3 configurations. Les scientifiques, le grand public et les politiques, le pouvoir politique. Et puis enfin, là, vous voyez, le message, quelle est la nature du message? Quelle est la nature du canal? Et on voit qu'il y a de nouveaux médiums de communication. Et puis enfin, quel est le code? Le code, ça peut être un code pour scientifique, très compliqué, ou ça peut être un code pour le grand public, très affectif, etc. Et donc, à partir de ça, je voudrais essayer de résumer un tout petit peu les problèmes qui se posent dans chacune de ces types de communication. Alors, première chose, donc, puis j'ajoute le fait qu'avec les médiums contemporains, on a des possibilités de rétroaction, à savoir que les récepteurs peuvent réagir sur les émetteurs. Et c'est particulièrement vrai avec le Covid, où un certain nombre de scientifiques, par exemple, j'ai discuté avec Karine Lacombe, elle est médecin, et dans les médias, elle s'est exprimée, et ensuite, elle a reçu un certain nombre de tweets dramatiques. Alors, première chose, donc, parler des scientifiques vers les scientifiques. Alors, vous allez me dire, c'est simple. C'est simple, sauf que, ici, aujourd'hui, il y a des évolutions très récentes. Alors, on a dit tout à l'heure, il y a des règles de la publication scientifique, c'est l'évaluation par les pairs. L'évaluation par les pairs devrait conduire à des publications parfaites. Mais il y a une évolution assez grande, c'est qu'aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux permettent de discuter les articles après publication, éventuellement de mettre en cause un certain nombre de publications. Ça, c'est positif parce que ça a permis de détecter un certain nombre de fraudes. Deuxième chose, l'accès ouvert. Alors là, on peut se dire que c'est extrêmement positif, puisque tout le savoir scientifique va être à disposition gratuitement de l'ensemble de la population. Donc là, il y a de quoi s'en réjouir. Sauf que s'accompagne avec cet accès ouvert une transformation économique des logiques de publication. Puisque le lecteur ne paye plus, il faut bien que quelqu'un paye. Et celui qui paye, c'est l'auteur. Et donc, puisque c'est l'auteur qui paye, l'économie d'un journal n'a plus besoin du lecteur. Et donc, il y a des journaux qui se sont développés simplement pour essayer de satisfaire les scientifiques qui voulaient publier plus. Alors, c'est ce qu'on appelle, à l'extrême, les revues prédatrices. Alors, j'ai mis ici une trottinette électrique. Alors, pour ceux qui savent, il y a un article qui a été un gag, qui apparu il y a un an, un peu plus d'1 an, qui était de l'influence de l'hydroxychloroquine sur les accidents de trottinettes électriques. Il y avait parmi les auteurs Jean Lambrouille et surtout Nemo Macron, qui habitait au palais de l'Élysée. C'est le nom du chien du président de la République. L'article a passé. Donc ça vous montre bien qu'il y a une distorsion aujourd'hui avec ce modèle économique. Et donc, quand vous aviez une hésitation sur l'évaluation par les pairs, c'est lié aux transformations très récentes qui sont opérées dans le domaine de l'édition. Alors ensuite, vous avez aussi d'autres problèmes qui sont liés au fait qu'il y a de nouveaux modes d'investigation avec des masses de données. C'est ce qu'on a vu avec la société Surgisphère. Et quelquefois, cette agrégation de données n'est pas validée. Et donc, on peut bien sûr avoir un certain nombre de confusions. Et alors, lors de la crise sanitaire, ce qu'on a vu, en plus de toutes ces transformations de la logique classique de publication, on a vu effectivement une prolifération de publications, ce qui était positif, parce que beaucoup de chercheurs ont travaillé, ont donné des résultats extrêmement utiles, mais parmi ces publications, il y en a beaucoup qui n'étaient pas validées, qui étaient présentées sur des sites de pré-publication, c'est-à-dire avant la publication et avant la validation par les pairs, elles étaient présentes. Or, le problème, c'est que vous avez vu tout à l'heure, quand on prend le modèle que j'ai pris, vous avez, on va le reprendre ici, vis-à-vis du grand public. Donc, vous avez les scientifiques vers le grand public.
ou les experts, ça peut être les journalistes. Mais le problème, c'est que les scientifiques écrivent avec un certain code qui est le leur, dans certains canaux qui sont les leurs. Mais ensuite, un certain nombre de personnes peuvent réutiliser les informations et les donner directement au grand public, avec un code qui n'est pas compris nécessairement par le grand public, qui éventuellement est détourné. Et donc, vous avez ici tout un tas de dérives qui posent problème. Alors, je vais très rapidement aller vers les problèmes qui se posent. Donc, vous avez des médiateurs traditionnels, mais vous avez des nouvelles médiations en ligne qui sont très positives, par exemple des vidéos. Il y a eu des choses extraordinaires qui ont été faites. Mais l'accès ouvert, comme je l'ai dit, change la donne, parce que vous avez un nombre considérable de publications dont une grande partie n'est pas très correctement évaluée. Et qui plus est, vous avez des publications qui sont même carrément fausses et fantaisistes. Et puis, vous avez les réseaux sociaux qui rajoutent encore à la confusion, puisque vous pouvez avoir non seulement des éléments faux, mais vous pouvez aussi avoir des argumentations qui ne relèvent plus du tout de la science, qui relèvent de l'invective, qui relèvent de la violence, qui relèvent de la menace. Et puis enfin, dernier point, vous aviez un relais par des chaînes d'information en direct qui avaient très peu de journalistes scientifiques, et quand je dis très peu, c'était réduit presque à néant, ça dépend des chaînes, il ne faut pas, il y en a qui... Mais il y en a, et bien sûr, qui ont transformé totalement, c'est-à-dire qu'on invitait des scientifiques, mais en réalité, ça devenait une controverse sur le plateau, mais qui n'était pas la controverse scientifique. C'est-à-dire que le scientifique était sommé de prendre sa place dans un débat médiatique qui animait le spectacle, mais pas la connaissance. Et ça, vous voyez, ce sont des questions extrêmement actuelles et extrêmement problématiques. Alors ça, c'est la troisième chose. Je voudrais terminer par... ah oui, alors pour quand même, il y avait une notion sur laquelle on a travaillé qui peut-être vous intéresse. C'est un concept qu'on a utilisé qui est le concept de populisme scientifique, qui a été introduit par un certain nombre de chercheurs en sciences sociales pour rendre compte de la situation actuelle. Alors qu'est-ce que c'est le populisme ? Souvent, la caractéristique du populisme, c'est 3 points. C'est d'une part ce qu'on appelle la disruption, le fait qu'il va y avoir une rupture, une grande rupture. Deuxième chose, un accès direct par une personne sans passer par les institutions. Et puis, donc, mise en cause de ces institutions et un lien direct et affectif entre cette personne et le peuple. Et bien, dans le cas du populisme scientifique, il y a la même idée. Une disruption, quelque chose de révolutionnaire. Ensuite, deuxième chose, mise en cause de l'institution scientifique, et en particulier des procédures d'évaluation classiques. Et troisième chose, un lien direct et affectif entre une personnalité scientifique et l'ensemble du peuple. Ça doit vous rappeler quelque chose. Et c'est, je crois, important de bien comprendre, et ce concept nous a semblé extrêmement utile pour comprendre l'évolution. Alors attention, dans ce que je dis, le fait qu'il y a un lien direct et affectif entre un scientifique connu et la population n'est pas mauvais. C'est-à-dire, quelquefois, il faut incarner les idées scientifiques. Il y a eu de très grands vulgarisateurs. Le problème, c'est la mise en cause de l'institution. Et cette idée qu'il y a une révolution qui va pouvoir s'imposer sans passer par les institutions scientifiques. Et alors, dernier point sur lequel je voulais insister ici, c'est la communication vers le politique. Alors, qu'est-ce que ça pose comme problème ? Et on l'a vu au moment de la crise, parce que depuis très longtemps, les scientifiques sont consultés par les hommes politiques, ce qui est normal, puisque les hommes politiques ont besoin de savoir quel est l'état de la science, de la connaissance. Et au moment de la crise du Covid, nous avions effectivement des scientifiques qui ont été mandatés par le politique pour réfléchir sur la crise. C'est le conseil scientifique Covid-19. Et ce conseil réunissait des personnalités éminentes sur le sujet. Et ce conseil scientifique, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a souhaité, à la mode d'aujourd'hui, il était présidé par Jean-François Delfrécy, qui est présenté ici, il a souhaité agir en toute transparence. Et on le conçoit. Je veux dire, moi aussi, dans le monde d'aujourd'hui, je pense que si on a un conseil scientifique, il faut être transparent. Vous êtes tous d'accord avec ça ? Il veut être indépendant aussi. Et en même temps, il dissocie l'information qu'il donne de la décision politique.
Bien sûr, ça poserait problème et ça a posé problème. Ici, je cite l'exemple du tremblement de terre de l'Aquila en 2009 en Italie. Les experts ont donné un avis et ensuite, cet avis a été peut-être mal interprété d'ailleurs, mais ensuite, ça a conduit à ce qu'on n'évacue pas une zone italienne. Et ensuite, les scientifiques ont été mis en cause et ils ont été punis à des peines de prison. Donc, l'idée, c'est que c'est aux hauts politiques de prendre leurs responsabilités à partir des informations qu'ils ont comprises des scientifiques. Et ce n'est pas aux scientifiques de décider de ce qu'il faut faire. Mais là, vous voyez, la difficulté de la transparence qu'on a pu rencontrer au moment de la crise du Covid, c'est qu'il y avait une tension et une contradiction. Vous vous souvenez que, dans les tout premiers temps, le gouvernement a suivi assez scrupuleusement les recommandations du Conseil scientifique. Et à ce moment-là, on a accusé le gouvernement, vous vous souvenez, d'être... on a utilisé un terme qui avait été introduit par Michel Foucault, biopolitique. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que c'était une politique qui était celle des médecins. Et donc, qu'il y avait une démission des politiques face au pouvoir médical. Bien sûr, c'était tout à fait problématique. Alors, en réalité, on reprenait le concept de Foucault, on le détournait un peu parce que Michel Foucault n'a absolument pas dit ça. J'ai retravaillé sur le concept de biopolitique. Il a dit des choses beaucoup plus passionnantes là-dessus, mais je n'ai pas le temps d'exposer ça. Mais ensuite, quelques mois plus tard, vous vous souvenez que le gouvernement a pris ses distances par rapport à un certain nombre de recommandations et n'a pas suivi exactement ce que demandait le Conseil scientifique. Et à ce moment, on accusait le gouvernement de ne pas suivre ce que voulaient les scientifiques. Donc, vous voyez que ce sont les difficultés, les pièges de la transparence, puisqu'ils mettent le gouvernement en difficulté dans toutes les situations, soit qu'ils suivent les scientifiques, soit qu'ils ne suivent pas les scientifiques. Et à titre personnel, je pense qu'effectivement, il faut bien distinguer les deux et pas les mêler. Alors, je voudrais conclure en introduisant une notion qui va aller un tout petit peu plus loin que cela dans les difficultés, j'ai dit, de la communication, difficultés de faire comprendre la vérité dans le monde d'aujourd'hui. Et ces difficultés, elles sont liées à quelque chose, c'est une notion que j'ai il y a quelques années, qui est la notion de surveillance. Alors, de quoi il s'agit ? C'est lié à la notion d'asymétrie de l'information. Peut-être vous souvenez-vous, certainement, de Julian Assange. Vous voyez qui c'est ? Un personnage tout à fait étonnant, qui a commencé sa carrière comme étant un pirate blanc, qui était un hacker, c'est-à-dire qui voulait défendre le bien, et qui, pour être un hacker, a permis à la population de communiquer à l'insu des autorités. Parce qu'il avait une idée, c'était une idée d'asymétrie de l'information. C'est l'idée qu'il y a des puissants et qu'il y a des pauvres ou des dominés. Et donc, il faut aider les dominés en leur permettant de communiquer à l'insu des puissants. Et puis, en même temps, et ensuite vous vous souvenez que Julian Assange n'est pas réputé pour quelqu'un de l'opacité, il est plutôt réputé pour quelqu'un de la transparence. C'est parce que ce qu'il a voulu ensuite, c'est inverser les choses et faire en sorte que les puissants soient espionnés par les pauvres. C'est-à-dire qu'il y ait un regard, une information, et il s'est dit, je vais me faire le relais de ces informations qu'on peut avoir sur les puissants. Et cette théorie, ça repose sur ce concept d'asymétrie de l'information entre des puissants et des pauvres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, on est dans une société totalement différente. C'est une société où tout le monde a l'information sur tout le monde. Et donc, on ne peut plus dire qu'il y a asymétrie de l'information parce que les moyens de communication, aujourd'hui, ne sont plus dominés par quelques groupes. Vous voyez, lorsque vous aviez la radio, la télévision, il fallait avoir une puissance économique et politique considérable pour disposer des infrastructures nécessaires pour diffuser de l'information. Aujourd'hui, avec Internet, vous avez une logique de point à point. C'est-à-dire que n'importe qui peut diffuser à n'importe qui, et a priori, sauf dans des pays comme la Chine, vous n'avez pas de possibilité de censurer l'information. Et donc, ça veut dire que dans ce régime de symétrie de l'information, tout le monde est capable
de diffuser de l'information. Et le problème, c'est que cette diffusion, ça veut dire que c'est une diffusion qui va être introduite n'importe comment. Alors, pour ça, j'ai introduit la notion de surveillance. Alors, c'est un concept qui, en réalité, vient d'un technologue américain et c'est calqué sur le français. La surveillance, c'est celui qui est au-dessus, qui prend l'information. La surveillance, c'est tout le monde, ceux qui sont sous l'autorité, qui prennent de l'information. Alors ici, je vais essayer de résumer les choses. La surveillance, vous voyez, c'est lié... Alors, il y a un chercheur, enfin plus exactement un penseur, à la fin du XVIIIe siècle, qui a introduit une architecture de surveillance. Ça s'appelait Jérémie Bentham, et ça a fait l'objet de tout un tas de travaux. Entre autres, Michel Foucault s'est beaucoup intéressé à cela, mais bien d'autres. C'est l'idée que on va avoir une architecture. Vous avez une prison ici, mais c'était valide pour beaucoup d'autres institutions qu'une prison, avec une tour centrale, des gardiens, et puis des cellules qui sont transparentes, et le gardien, personne ne le voit. Ce qui fait que qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, il inspire la crainte à tout le monde. Et ensuite, vous voyez, tout autour, il voit ce qui se passe dans toutes les cellules. Vous voyez que c'est une architecture de surveillance. Et bien, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, à partir de ça, une architecture de surveillance qui correspond un peu à ce qu'on a aujourd'hui, c'est que tout le monde voit tout le monde. Et donc, il suffit de remplacer la tour ici par des miroirs, et tout le monde voit tout le monde. Alors, le problème, bien sûr, c'est que comme on voit tout le monde, on ne voit rien, parce que nos capacités cognitives sont trop faibles. Et, bien sûr, on est obligé de passer par des organismes informationnels qui sont les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux, qui vous filtre l'information. Et donc, vous voyez qu'on est dans un monde totalement différent, où la logique n'est plus du tout celle de cette centralisation de l'information, mais c'est au contraire de cette diffusion totale d'informations. Alors, donc, pour conclure, ici, responsabilité pour les chercheurs à l'ère de la post-vérité, c'est à l'ère de la post-vérité que sont recommandations et doutes, mais c'est un peu les conclusions qu'on avait dans nos différents rapports, c'est que d'un côté, il est du devoir des chercheurs de réagir face aux infox. Il faut nécessairement essayer on a une nécessité de communiquer auprès du public, du jeune public, des décideurs, etc. Et ce qu'il faut, c'est peut-être essayer d'éduquer, et pour éduquer, on pense que les sciences participatives, c'est-à-dire les sciences qui permettent à l'ensemble de la population de contribuer à l'élaboration du savoir scientifique, sont positives parce qu'elles permettent de comprendre la démarche scientifique. Et puis ensuite, il y avait un certain nombre de questions qu'on se posait sur l'enseignement de l'histoire des sciences, enseigner les controverses scientifiques. Tout le monde n'était pas d'accord. Moi, je pense que c'est extrêmement positif. Ça permet de mieux comprendre la démarche scientifique. Et puis, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, faire part des convictions morales, religieuses, politiques des scientifiques lorsqu'ils sont experts et qui s'expriment dans l'espace public. Voilà quelques-unes des convictions, des conclusions auxquelles nous sommes parvenus, qui étaient aussi nos convictions. Merci. Je vous prie de m'excuser d'avoir été un peu long. Merci à vous, Jean-Gabriel Ganassia. C'est passionnant, ces sujets. Alors, le temps de vos questions est venu. Mesdames, messieurs, il vous suffit de me faire signe pour que je puisse vous donner la parole. Allez, monsieur, la première prise de parole de la salle ce soir. Oui, bonsoir. Je vous remercie pour la qualité de votre exposé. J'ai appris énormément de choses. Ma question va vous paraître peut-être un peu simple ou simpliste, j'en suis désolé, mais j'ai 66 ans et je me souviens de différents scandales au cours des années passées. Alors je vais en énumérer quelques-uns, ça va rappeler des souvenirs à tous les gens qui sont dans la salle. Il y a eu, enfin c'est pas dans l'ordre, il y a eu d'abord l'affaire du sang contaminé. Il y a eu ensuite l'affaire de la vache folle, l'encéphalite spongiforme bovine et ses conséquences, la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Il y a eu l'affaire du Mediator, où les experts qui luttaient contre Irène Frachon, finalement avaient des intérêts chez le laboratoire Servier. Il y
a eu l'affaire de l'hydroxychloroquine avec le professeur Didier Raoult. Bon, finalement, moi j'ai l'impression que les fake news, ils augmentent de plus en plus. Alors, c'est pas une impression que j'ai, parce qu'avec l'explosion des réseaux sociaux, on voit ce que ça donne. Ma question de béotien, c'est est-ce qu'on peut quand même être raisonnablement optimiste quant à l'avenir ? Est-ce qu'on va passer par-dessus tout ça et rétablir un petit peu une vérité en provenance des scientifiques ? C'est une question extrêmement délicate, puisque ce que j'ai essayé de montrer dans cet exposé, c'est que la vérité scientifique n'était pas donnée de façon évidente. Et les questions que vous posez sont distinctes les unes des autres. Vous voyez, par exemple, l'affaire du sang contaminé, c'est une affaire qui correspond à un moment où on ne savait pas. Il y avait des éléments d'information qu'on n'avait pas à notre disposition. Ensuite, il y a peut-être eu un petit moment où l'État français a voulu avantager son test, et c'est ça qui a eu des effets tout à fait délétères. Ensuite, sur d'autres affaires, il y a le moment où la science ne connaît pas encore, le moment où elle connaît mal, et puis le moment où un certain nombre de personnes, pour des raisons alors qui n'ont rien à voir avec la science, n'ont pas réagi correctement, ou des conflits d'intérêts. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de vous montrer ce soir. C'est qu'on est quand même dans des situations qui sont extrêmement difficiles. Alors est-ce qu'on va être prémunis contre tout ça? Non, je ne pense pas. Pas totalement prémunis. Mais en revanche, ce que l'on peut essayer de faire, c'est d'une part s'assurer que les scientifiques, dans leur activité en laboratoire, se comportent correctement, qu'ensuite les publications scientifiques soient de qualité. Alors ça, c'est très difficile, parce que vous avez vu avec l'inflation de publications, et ça ne va pas s'arranger, parce que c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, avec ce changement profond avec l'accès ouvert aux publications, de la logique économique des publications, ça va conduire toujours à avoir plus de publications qu'auparavant. Et puis, sur les conflits d'intérêts, alors est-ce qu'on peut instituer des règles qui vont conduire les institutions, en particulier les institutions nationales ou européennes, à être plus sensibles aux conflits d'intérêts? Ça, je pense qu'on peut faire un certain progrès. Mais ça n'est pas simple. Mais moi, la question que je me pose, par exemple, quand j'écoute les informations, je me dis toujours, ce que j'entends, est-ce que je peux m'y fier? Alors, c'est difficile pour moi d'arriver à me frayer un chemin vers la vérité. Merci à vous. C'est une vraie question qui est posée, et ça fait le lien, j'ai le sentiment aussi, avec ce que vous disiez, qu'on voit encore à l'écran, le devoir des scientifiques de réagir aux infox. Les scientifiques sont très pris par leurs recherches. Est-ce que, par exemple, le CNRS, en son sein, a des équipes ou imagine des cellules qui seraient là pour faire ce travail de vérification, par exemple, à la mésinformation scientifique qui pourrait être entendue dans les grands médias ou les médias grand public pour apporter ces réponses? Oui, bien sûr. Alors, est-ce que le CNRS le fait? C'est un exemple, le CNRS. Ce qu'essayent de faire des institutions comme le CNRS, c'est d'une part d'avoir une communication institutionnelle pour faire état des recherches qui sont conduites dans leur laboratoire, mais aussi de permettre aux journalistes qui le veulent bien d'avoir accès à la connaissance scientifique. Et donc de mettre en contact les experts scientifiques avec les grands médias. En revanche, il est extrêmement difficile d'aller dans les médias et de dire attention, vous n'avez pas le droit de publier telle ou telle information. Et ça, c'est lié au fait que nous sommes dans une démocratie et que nous avons tous une certaine liberté d'expression.
Et donc, il ne s'agit pas de mettre en cause la liberté d'expression. En tout cas, ça n'est pas ça. En revanche, je crois que ce qui est important, c'est de bien distinguer ce qu'est la liberté de tout citoyen de pouvoir s'exprimer dans l'espace public, et puis ce qu'on appelle la liberté académique. C'est la liberté, non pas d'avoir une opinion, hein, lorsqu'on est un universitaire ou un chercheur, on doit avoir la liberté de choisir ses sujets de recherche. Et on les choisit, on choisit toutes les hypothèses possibles. Mais en revanche, on doit se plier à des règles qui sont extrêmement rigoureuses. Et c'est tout ça la difficulté. Mais est-ce qu'on peut avoir toute confiance dans les résultats scientifiques qui sont annoncés? Ça dépend qui les annonce. C'est-à-dire que si vous prenez des spécialistes, à ce moment-là, vous allez avoir des éléments qui seront quand même validés par un certain nombre de procédures. En revanche, si vous prenez des scientifiques mais qui ne sont pas dans leur domaine d'expertise, eh bien, vous pouvez avoir des résultats qui sont complètement erronés. Hein. Et j'ai parlé de l'exemple de Muccelli tout à l'heure, hein, mais on peut se souvenir d'un ministre français qui était un grand scientifique, qui était un géochimiste, et qui ensuite s'est exprimé dans un domaine qui n'était pas le sien, hein, et en disant des choses qui n'étaient évidemment pas du tout vraies. Alors, je vois des mains qui se lèvent. Alors, je nomme avec le masque camouflage et puis ensuite la personne derrière dans la rangée. Alors, on m'entend bien ? Allez-y. Okay. Justement, par rapport à cette question, que pensez-vous par rapport à l'évolution des médias dans un domaine plus général, en fait, la population en général devrait-elle plus douter des médias ou dans le futur pourrait-elle tout simplement avoir une plus grande confiance en les médias en général ou en certains types de médias? Alors, ce que je crois, c'est que on peut toujours savoir la vérité. C'est-à-dire que si on fait une enquête approfondie, il est toujours possible de rechercher dans le monde actuel, avec Internet, les éléments d'information utiles. Et donc, je pense que c'est à chacun d'avoir cette curiosité d'aller jusqu'au bout de son investigation. Alors, ça n'est pas toujours facile, mais en tout cas, si on se contente de prendre la première information venue de n'importe quel média, alors là, vraiment, on risque d'être conduit à des erreurs. En revanche, si on essaye de confronter les différentes sources, de prendre différents médias, de faire une lecture critique de l'information qui est donnée, à ce moment-là, je pense qu'on est dans une société où on a une liberté suffisante pour arriver à avoir des éléments de preuve plus tangibles. Et je crois de ce fait qu'il faut qu'il y ait une éducation aux médias, pour répondre à votre question, dès le plus jeune âge, c'est-à-dire savoir qu'il ne suffit pas de se contenter d'un seul réseau social, il faut lire tout un tas de journaux, éventuellement même, si on a alors on n'est pas obligé de rentrer dans les publications scientifiques les plus ardues, mais je crois qu'en confrontant les éléments d'information, on peut quand même aujourd'hui, dans notre société, toujours savoir. Du moins, à la mesure où les connaissances sont accessibles. Multiplier les sources d'information. Alors, je ne sais pas où est passée la personne avec le micro. Ah, voilà. Donc, le monsieur en noir, là. Et puis ensuite, il y a quelqu'un ici, c'est ça? D'accord. Tout d'abord, merci, Monsieur Ganassia, pour cet exposé riche et limpide. Et vous avez exposé très brillamment le côté scientifique de la problématique. Et j'aimerais reposer ça un petit peu sous l'aspect de nous, citoyens, si vous voulez. Et en fait, on l'est tous plus ou moins peut-être ici, mais confrontés de plus en plus, si vous voulez, à un climat de défiance vis-à-vis de la diffusion de la connaissance ou de l'esprit de la démarche scientifique, si vous voulez. Et c'est pourquoi, quand ça m'arrive personnellement, en tout cas, je me sens assez désarmé pour répondre à cette défiance. Et je me posais la question de savoir de quels outils est-ce que nous, citoyens, nous disposons, ou qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que nous, citoyens, pour défendre la science et la démarche scientifique dans son ensemble. Merci. Alors,
merci de cette question, parce que vous êtes désarmé en tant que citoyen, on est désarmé en tant que scientifique. Il se trouve que donc, l'avis que nous avons publié au Comets sur la communication scientifique a été vraiment médiatisé, le monde en a parlé. La direction du CNRS, justement, était très, très intéressée et j'ai fait un exposé là-dessus. Et les autres comités d'éthique voudraient retravailler sur cette question-là. Donc, c'est un sujet vraiment considéré comme important aujourd'hui. Et je dois dire que je suis scientifique, je n'ai pas de solution universelle à proposer. Mais ce que l'on peut, je crois, recommander aux citoyens, c'est d'avoir une interrogation, c'est-à-dire une défiance, la même démarche que celle du scientifique, mais défiance raisonnée, c'est-à-dire qu'il ne soit pas du scepticisme, qu'il ne soit pas de laisser entendre, dans une perspective complotiste, qu'il y aurait une théorie qui serait généralisée et une opposition à la vérité. Et donc, moi, je crois que ce qui est difficile, c'est d'essayer de trouver cette position médiane entre une suspicion généralisée de tout et puis une confiance aveugle dans n'importe quelle vérité qui est émise. Et ensuite, bien sûr, ce qu'il faut, c'est avoir des éléments, il y a des éléments convergents. C'est-à-dire qu'on sait quand même que dans des communautés scientifiques, les communautés scientifiques elles-mêmes sont composées de personnes qui ont des controverses entre eux et qui, lorsqu'elles arrivent à une conclusion, l'ont éprouvé. Je pense par exemple au GIEC. Le GIEC est constitué de beaucoup de scientifiques. Alors souvent de l'extérieur, un certain nombre d'opposants au réchauffement climatique nous disent « Ah ben il y a le GIEC d'un côté et puis moi de l'autre ». Et dans les médias, on vous met un uluberlu qui lutte contre le réchauffement climatique et puis une personne du GIEC. Mais il faut bien comprendre que le GIEC, ce sont énormément de scientifiques qui travaillent depuis énormément de temps et qui eux-mêmes ont essayé différents modèles, qui les ont confrontés entre eux. Et donc c'est cette compréhension de la démarche scientifique qui permet aussi d'avoir plus confiance. Et quand j'ai parlé des sciences participatives tout à l'heure, c'est parce que il me semble que c'est une façon aussi de permettre aux citoyens d'avoir une meilleure compréhension de la façon dont les scientifiques travaillent. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas simplement d'émettre une théorie et ensuite de convaincre les autres de cette théorie. Mais ils partent d'une hypothèse et puis ils vont essayer de le valider avec différents processus, et puis ensuite de le confronter à ce que les autres scientifiques du domaine vont pouvoir dire. Et c'est bien sûr, c'est ça la controverse scientifique qui fait que les résultats ne sont jamais donnés de façon légère. Et c'est ça, je crois, qu'il faut essayer de faire comprendre. C'est pour ça, je crois que c'est vraiment important de faire comprendre la démarche scientifique, qui me semble en même temps extrêmement fondée, mais aussi, et je crois que c'est ça qu'il faut dire, elle n'est pas seulement fondée, elle est passionnante. Et il faut bien voir que... Parce que ce que je trouve, c'est qu'on a tendance trop souvent à voir derrière le scientifique une espèce de bureaucrate qui travaillerait de façon abstraite. Non, c'est une aventure, l'aventure scientifique. Cette quête de connaissances, c'est pour elle qu'on se lève la nuit, mais ça vaut le coup de se lever la nuit. Et c'est ça, je crois, qu'il faut essayer de faire comprendre à de plus en plus de citoyens, c'est que c'est l'aventure humaine qui est reconduite à chaque génération et qui sera essentielle pour la société du futur. Alors, jeune homme. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Vous avez parlé de l'influence des réseaux sociaux dans l'avènement de cette ère de la post-vérité, mais assez peu finalement du poids des algorithmes. Comment la parole scientifique peut se faire entendre avec ou contre ces obscures boîtes noires que sont les algorithmes ? Alors, là, je crois qu'il me semble important d'expliquer ce qu'est un algorithme, si je puis me permettre. Alors, beaucoup d'entre vous le savent. Mais d'abord, rappelez, est-ce que vous savez d'où vient le mot algorithme ?
Qui a dit? Il y a quelqu'un qui l'a dit, hein, mais je vais le rappeler quand même pour tout le monde. Algorithme, ça vient de Al-Khwarizmi, hein, et je le répétais tout à l'heure, hein, juste avant, hein, c'était le nom du laboratoire à Orsay où j'ai fait ma thèse d'université, ma thèse d'État. Et pourquoi on appelait ce laboratoire Al-Khwarizmi? Parce que donc, c'est un mathématicien persan qui a vécu au IXe siècle après Jésus-Christ et qui a inventé des méthodes de résolution d'équations. Donc vous voyez qu'un algorithme, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Il y avait peut-être des bouliers, mais pas d'ordinateur. Et de toute façon, il n'utilisait pas des bouliers. C'est l'idée qu'on a une séquence d'opérations logiques qui sont clairement définies. Et donc, ces algorithmes sont essentiels. Et la démocratie ne fonctionne pas sans algorithmes. C'est-à-dire qu'un régime politique dans lequel il n'y a pas de procédure bien définie, c'est l'arbitraire. C'est donc la pire des dictatures. L'algorithme, ça vous dit, à tel moment, il faut faire un vote, à tel moment, en fonction du résultat du vote, on fait telle chose, etc. Donc, un algorithme, c'est ça. Ensuite, les ordinateurs sont des machines qui exécutent des algorithmes. Ensuite, bien sûr, comme elles font énormément d'opérations, quelquefois, le résultat qu'elles nous donnent nous paraît très, très opaque. Mais justement, ce qu'on essaye de faire en intelligence artificielle, c'est de donner des explications, c'est-à-dire de permettre d'interpréter les résultats de ces machines. Donc vous avez raison en sens où les algorithmes peuvent, dans certains cas, rajouter à l'opacité du monde dans lequel on vit, mais ça n'est pas une fatalité. Et on peut essayer d'avoir des machines qui vont nous rendre transparents les résultats de ces processus de calcul. Et alors, dans ce qui correspond aujourd'hui au monde de l'information, il y a effectivement un certain nombre de machines opaques qui sont utilisées. C'est ce qu'on appelle par exemple les systèmes de recommandation, qui sont employés par les réseaux sociaux pour diffuser sélectivement l'information à certaines personnes plutôt qu'à d'autres. Et ça, bien sûr, ça a des effets extrêmement délétères parce que ça conduit à renforcer ce qu'on appelle les phénomènes de bulle, c'est-à-dire le fait que l'information n'est plus publique, mais qu'elle va être destinée à certaines personnes. Et donc, on va enfermer des parties de la société dans une bulle, c'est-à-dire que tout le monde aura la même information, mais comme les personnes échangeront entre elles, elles seront toutes convaincues de la même chose, sauf qu'elles seront convaincues des choses d'un côté qui ne sera pas les informations qui convaincront les autres. Alors ça, bien sûr, il faut essayer de lutter contre cela, mais oui, pour lutter contre cela, ce n'est pas lutter contre les algorithmes, en réalité, c'est plutôt lutter contre les opérateurs qui utilisent ces algorithmes. Alors vous savez, j'étais un tout petit peu vite, mais quand j'ai parlé de surveillance ici, je vous ai dit, ici, qu'est-ce qui se produit dans l'architecture de surveillance? C'est que, comme tout le monde communique avec tout le monde, on serait perdu. Et donc, on a besoin d'avoir recours à des opérateurs qui vont nous guider. Et ces opérateurs, ce sont ces systèmes de recommandation ou ce sont les moteurs de recherche qui utilisent ces algorithmes extrêmement opaques. Et les propriétaires de ces organismes informationnels sont en train de prendre un pouvoir de plus en plus grand. Alors moi, je les appelle des orins, parce que c'est la contraction d'organismes informationnels. Et le terme en français est très intéressant parce qu'il a une autre signification. Ça désigne, en termes de marine, le cordage qui relie une bouée et l'encre de fond. Vous voyez que c'est ce lien entre deux mondes. Et je crois que ce dont il faut avoir aujourd'hui conscience, c'est l'importance de ces organismes informationnels. Effectivement, il faut, je crois, lutter contre eux. Et je pense qu'il faut lutter contre la domination qu'ils sont en train d'avoir sur le monde. Donc de ce point de vue-là, je suis d'accord avec vous, mais vous voyez, avec un petit détour, c'est-à-dire que ce n'est pas l'algorithme qui pose problème, mais c'est le pouvoir des possesseurs de ces organismes informationnels. Et on voit bien qui c'est, ce sont ce qu'on appelle les GAFA, ou en Chine, il y en a d'autres. Et ça, je pense que c'est un enjeu majeur pour la démocratie dans le futur. Alors, il est déjà 21h35, peut-être une dernière question, notamment si elle est posée par une femme, j'allais dire, parce qu'on a entendu que des hommes s'exprimer. Allez-y. Bonsoir. Ma question concerne l'origine des fake news. Quel est le plus dangereux entre une fake news publiée par une personne influente mais seule et un groupe de personnes lambda mais en grand nombre?
Donc en gros, qui entre le pouvoir et le nombre est le plus apte à divulguer et à faire croire une fake news? Alors ça, ce sont des questions, bien sûr, délicates. Hein. C'est vrai qu'une nouvelle, qu'elle soit fausse ou vraie d'ailleurs, hein, si elle est reliée par une personne influente, aura beaucoup plus de poids hein, que d'autres informations. Mais quelquefois, il y a des nouvelles totalement fausses qui ont été diffusées par des gens qui n'avaient aucun moyen et qui ont eu des répercussions catastrophiques. Par exemple, au moment des élections américaines, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit village en Macédoine qui s'appelait Vélès. Et dans ce village, il y avait des jeunes gens qui étaient lycéens, qui connaissaient un anglais très très rudimentaire et qui ont compris que s'ils envoyaient des nouvelles aux États-Unis, et si ces nouvelles étaient relayées, ils pouvaient gagner un peu d'argent. Et ils l'ont fait, ils ont gagné de l'argent. Comme le village était très pauvre, ils ont gagné beaucoup plus que leurs parents. Et c'était des nouvelles, bien sûr, qui étaient totalement erronées. Et pour que ces nouvelles erronées aient du succès, il fallait qu'elles soient à la fois fausses, pour qu'elles soient surprenantes, et il fallait qu'elles soient extrêmement extrémistes. Ils les ciblaient, bien sûr, hein, parce qu'ils avaient appris ce qu'il fallait faire. Donc vous voyez qu'il peut y avoir une économie de la fake news qui n'a rien à voir avec la réputation de la personne qui émet la fake news. Et d'ailleurs, aujourd'hui, hein, il y a même des moteurs de nouvelles fausses, c'est-à-dire des robots qui émettent des éléments d'information qui sont totalement faux, surtout qui diffusent ces éléments d'information avec des systèmes de recommandation, c'est-à-dire qui sont capables d'anticiper le fait que ces nouvelles vont pouvoir surprendre, et donc on va cliquer dessus, et plus on clique sur l'information, plus on gagne de l'argent. Eh bien, merci à vous toutes et tous. Merci encore Jean-Gabriel Ganassia. On peut encore vous applaudir. Nous avons beaucoup appris à vous écouter. J'aime à dire souvent, soyons toujours curieux. Et je crois que cette curiosité est un bon médicament justement contre la propagation de ces fake news, d'aller chercher des informations croisées. Je vous souhaite une très très belle fin d'année 2021. Nous nous retrouvons ici même le jeudi 27 janvier 2022. Nous serons accompagnés de Jean-Stéphane Dersin, qui est professeur à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Nous parlerons de la place de la modélisation dans la gestion des épidémies, exemple de la Covid-19. Donc rendez-vous à 20h le 27 janvier et très belle fin d'année à vous, très belle fin de soirée. Au revoir.